Bonjour téléspectateurs de la 67e. Merci de suivre Speak Out Show, émission produite par MAP TV en collaboration avec MNN TV de New York. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 sujets brûlants de l'actualité en Côte d'Ivoire, qui ne sont autres que la condamnation à perpétuité par contumace de l'ex-président du Père-Choix ivoirien, Soro Guillaume Kigwafori. On parlera aussi des attaques répétées à la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au sud donc du Burkina et du Mali. Enfin, la dernière partie de ce temps d'antenne sera consacrée au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo sur sa terre natale. Pour en parler, nous avons avec nous dans ce studio un éminent intellectuel, M. Ben Ayoub. Il est journaliste éditorialiste. Il est beaucoup plus connu par les lecteurs du journal L'Expression, organe de presse pour lequel il a travaillé pendant quelques années. Notre second invité est journaliste pro-FPI, le parti politique de Laurent Gbagbo. Il est à Washington. Il nous rejoindra via Skype dans la deuxième tranche de cette émission. Ben Ayoub est un journaliste spécialisé dans les questions de développement durable. Son intérêt pour les ODD, Objectifs de développement durable, lui a valu d'être sélectionné par les Nations Unies pour intégrer le UNSDG Media Compact, qui est un pôle de journalistes accrédités par l'organisation internationale. Titulaire des masters en information communication et arts de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Ben commence sa carrière en 2009 en tant que journaliste freelancer avant d'intégrer le quotidien L'Expression où il travaille pendant 8 ans. En 2016, il bénéficie d'une formation dans le cadre de Riyam Al-Fara, Memorial Journalist Fellowship Programme, sponsorisé par les Nations Unies. Fort de cette expérience, il crée Media for Change, qui est une plateforme regroupant des journalistes, des blogueurs, des acteurs de la société civile engagés dans la programmation des objectifs de développement durable et la liberté d'expression. En 2017, il s'envole pour les États-Unis d'Amérique, où il s'inscrit au NYU School of Professional Studies, puis à Lehman College, où il fait un stage au Boxnet Community Television. Actuellement, il consacre son temps à l'expansion de son ONG Media for Change. Ben Ayoub est notre invité. Bonjour, M. Ayoub. Bienvenue à Speak Out Show. Bonjour, Mitch. C'est un plaisir pour moi. OK. Vous travaillez dans le développement durable depuis combien d'années? Combien d'années, c'est, je vais dire, un peu trop restrictif. En tant que journaliste, vous savez qu'on aborde plusieurs questions qui sont des questions, n'est-ce pas, de développement. Donc, à la base, dès l'instant où j'ai commencé à travailler en tant que journaliste, j'ai abordé les questions de développement durable essentiellement. Et c'est cet intérêt pour les questions de développement durable qui m'a permis d'avoir une bourse avec les Nations Unies en 2016 pour venir faire une formation. Et depuis ce jour-là, je suis... de plein pied. Voilà, je suis vraiment passionné des questions de développement durable et j'ai mis en place avec des confrères de la Côte d'Ivoire et de d'autres pays une plateforme qu'on appelle Media for Change qui fait la promotion des objectifs de développement durable. Et je suis également journaliste, comment on appelle ça, journaliste consultant et également journaliste du Club des Nations Unies. Ils appellent ça UNSDGs Media, c'est-à-dire Media Compact, c'est-à-dire le pool des Nations Unies qui compose des journalistes de divers pays qui font le relais des activités des Nations Unies et également des questions de développement durable. Ah, d'accord. C'est quoi le développement durable? Le développement durable, comme le dit, n'est-ce pas, comme le signifie le mot durable, c'est un développement qui intègre en lui-même beaucoup d'autres paramètres. Je prends un exemple simple, terre à terre, que je vais expliquer. Par exemple, lorsque vous regardez un État et que vous estimez qu'au niveau de l'emploi des jeunes, il n'y a rien à dire, tout est bien, c'est une partie du développement durable. Lorsque vous regardez les droits de l'homme, c'est une partie du développement durable. Lorsque vous regardez les lois et les politiques sur le climat, sur l'environnement, c'est une partie du développement durable. Donc le développement durable, c'est en quelque sorte 17 objectifs qui doivent être véritablement implémentés dans chaque pays. Et ces objectifs-là sont déclinés en plusieurs sous-thèmes que nous n'avons pas peut-être le temps de développer ici, mais chacun des 17 objectifs a des composantes en interne également. Ah, d'accord.
Et en ce sens-là, vous organisez l'objectif développement durable ODD à Abidjan ce 30 juin. Alors parlez-nous-en. Comment se préparent les choses? L'événement de ce mercredi 30 juin est organisé par nos bénévoles. Ce sont des étudiants journalistes et également des étudiants qui ne sont pas forcément journalistes, mais qui ont cette passion-là des choses de la société civile, qui ont décidé de faire du bénévolat avec Media for Change et qui ont décidé d'organiser cette conférence autour du thème le journalisme, le rôle du journalisme dans la promotion de la paix et de la démocratie. Voilà, en fait, le thème central, c'est journalisme et militantisme politique. Ah, d'accord. Et nous allons parler du paysage médiatique ivoirien. Oui. Comment est-ce que les journalistes, généralement en Côte d'Ivoire, naviguent entre les positions personnelles qui peuvent être comprises et le travail professionnel du journaliste qui demande qu'on prenne une certaine indépendance vis-à-vis des différentes positions qui sont plus ou moins tranchées parfois. Mais vous qui n'êtes pas en place, vous serez représenté? Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau parce que depuis presque 4 ans maintenant que je vis aux États-Unis, j'ai une équipe très dynamique qui fait un travail remarquable. Donc ma présence physique n'est vraiment pas nécessaire. J'avoue que j'aurais aimé être là avec eux pour ce rendez-vous, mais pour des contraintes académiques, professionnelles et personnelles, je suis retenu ici aux États-Unis pour l'instant. Mais vraiment, j'espère que d'autres rendez-vous s'offriront à moi pour rejoindre l'équipe, pour qu'on continue ensemble ce qu'on a commencé. Mais cela ne veut pas dire que nous ne continuons pas à travailler. Même étant aux États-Unis ici, on a une équipe qui est dirigée par le camarade Vakaba et il fait un travail remarquable avec Media for Change des États-Unis. Et bientôt, nous allons lancer une activité aussi, comme on l'a fait l'année dernière, pour les États-Unis. Puisque vous parlez de journalisme, quels sont les journalistes, les éminents journalistes que vous aurez comme invités? C'est une très bonne question. Tous les journalistes que nous aurons lors de ce panel-là sont déjà des personnes qui sont très connues et ce sont la plupart nos doyens. Il y a André Sylvain Conan qui est, n'est-ce pas, très connu, qui n'est plus à présenter. Il y a Alafé Wakili de l'Intelligence d'Abidjan. Il y a Sylvie Touré. Il y a Fatim Djedje. Je pense qu'il y a plusieurs générations de journalistes et j'oubliais Fernand Dédé, qui est notre général. À nous tous, on l'appelle général parce qu'il est vraiment très, très accessible et très, très vraiment au service des jeunes journalistes que nous sommes. Donc vraiment, il y aura beaucoup de journalistes et il y aura également, en plus des journalistes, des étudiants journalistes, des acteurs de la société civile et des personnes qui... Des étudiants d'autres filières. Oui, bien sûr, des étudiants d'autres filières qui veulent comprendre un peu ce thème parce que c'est un thème qui est quelque peu provocateur, il faut l'avouer. Parler du journalisme et du militantisme politique, c'est parler en réalité d'un phénomène qui est dans notre quotidien en fait. Personne n'y échappe. Oui. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit et nous allons faire notre propre mea culpa, nous allons faire notre propre introspection et nous allons voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons revenir aux fondamentaux du métier parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de dérives qu'on observe, surtout que les journalistes, au-delà de leurs organes respectifs, où il y a des lignes éditoriales, des positions s'expriment sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux et c'est de tout ça qu'on va parler, voir comment est-ce que le journalisme en tant que professionnel peut vraiment prendre une distance quelque part avec tout ce qui concerne ses positions personnelles et tout cela. Alors, pour quel mot de fin vous avez, quel appel vous lancez à la jeunesse pour cette manifestation? D'abord, la jeunesse, il y a des signes positifs. On a beaucoup de journalistes, des jeunes journalistes, des étudiants journalistes qui s'intéressent au journalisme de solution. Je fais un clin d'œil ici à mon jeune frère Drabo Alassane, qui est journaliste à RTI 2. Et il a commencé avec vraiment une vague de jeunes journalistes, d'étudiants journalistes, à s'intéresser aux questions de développement durable. Et on en a fait beaucoup, des ambassadeurs des ODD, et ils travaillent dans un groupe, dans une plateforme que nous avons appelée Media for Change Academy. Pour nous, il s'agit de donner les rudiments à ces jeunes gens-là, de pouvoir comprendre le vrai journalisme, ce que c'est que le journalisme en lui-même, c'est-à-dire le journalisme de solution. Pas forcément le journalisme qui est à la recherche du factuel, mais le journalisme qui interroge les faits, qui interroge les phénomènes et qui porte des réflexions et des projections sur l'avenir et sur la vie de la société. Merci, M. Ayoub. Merci, cher frère.
Bonjour téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro spécial du Speak Out Show. Voici le sommaire. Les attaques des postes de sécurité sont récurrentes à la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Une base de formation de soldats antiterroristes a été implantée à Jacquesville. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire. Son retour s'est fait dans une liesse populaire. Sa famille, ses proches collaborateurs et ses partisans se disent ragaillardis. Notre reporter à Abidjan a couvert l'événement, à voir dans ce journal. Les musulmans de Côte d'Ivoire, toutes branches confondues, ont procédé à l'investiture de celui qui sera désormais leur guide suprême. La cérémonie s'est déroulée au sein de la mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Quand le manioc est utilisé pour faire du biocarburant. C'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Akoupé, que cette invention s'est opérée. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, la spirale de violence terroriste au nord du Mali, dans la boucle du Niger jusqu'au nord du Burkina Faso, frappe depuis quelque temps les frontières nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces attaques sporadiques et inouïes qui ont endeuillé de nombreuses familles ne sont pas encore sous contrôle. Bien que l'opération Serval devenue Barkhane, les contingents de l'ONU et les armées des pays concernés soient présents dans la sous-région. Fort de cela, un consensus a été trouvé pour la mise en place d'un centre de formation mixte des soldats destinés à combattre le terrorisme. C'est en Côte d'Ivoire que cette base militaire a pris ses quartiers. Jacquesville, ville côtière du sud de la Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Ponts. C'est ici, au pays Aladian, que l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme a été inaugurée par les officiels ivoiriens, français et ceux des pays de la sous-région ouest-africaine qui vivent sous la menace et attaques terroristes. Cette académie, appelée aussi AILCT, s'étend sur une superficie de 1100 hectares. Le ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, explique sa raison d'être. Elle permettra le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et de réflexion stratégique sur un site adapté. Avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA, ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme, en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. De mettre en œuvre les 3 piliers de formation de l'AILCT, à savoir l'entraînement pour les unités spécialisées, je veux parler principalement des forces spéciales, la formation des cadres acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, et sans doute d'autres ministères à l'avenir. La recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, salue une collaboration nord-sud qui portera ses fruits quant à la protection des peuples subsahariens contre le groupe terroriste armé. Avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence, sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Et c'est très précisément le sens et la vocation de l'AILCT, dont la création a été annoncée par les présidents Ouattara et les présidents Macron en 2017, et dont les premières formations ont débuté à Abidjan dès 2019 et qui va pouvoir maintenant
fonctionner à plein régime ici à Jacquesville. Monsieur le Premier ministre, nos partenaires africains peuvent compter sur le soutien de la France, aussi bien en termes financiers que de coopération technique. Plusieurs de nos experts ont déjà rejoint l'Académie. Mais l'Australie, les Pays-Bas, la Norvège ont également déjà répondu présent. Et l'internationalisation de l'Académie va se poursuivre. La cérémonie d'inauguration de l'Académie de la commune de Jacquesville, située à 40 km d'Abidjan, s'est déroulée en présence du Premier ministre Patrick Hachi, qui le voit d'un bon œil. Nous savons tous à quel point la menace terroriste est une plaie pour ce sous-continent. Cette nouvelle Académie internationale, soyons-en tous immensément fiers, parce que se dessine là le futur de la paix sur le continent. Une élite sous-régionale de femmes et d'hommes à même de prendre le destin sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest en main, forgée dans la communauté des armes, dans la fraternité des bancs d'une institution d'excellence et le creuset de valeurs partagées. Oui, ce ne sont pas seulement des experts que l'Académie formera, ce sont des camarades qui partageront un savoir, un combat, une confiance, un espoir. Ils seront notre fierté, comme ils auraient été celle de notre frère, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a également œuvré pour le lancement de ce projet. Je suis certain qu'il veille d'où il est sur cette cérémonie. Je voudrais également saluer et féliciter ici Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ibrahim Téné Ouattara, qui, en si peu de temps, a permis l'achèvement des travaux que nous inaugurons aujourd'hui. Dévoilement de la plaque inaugurale, coupure symbolique du ruban, puis visite des locaux par le Premier ministre Patrick Hachi, avec à ses côtés le ministre français Jean-Yves Le Drian. Les personnalités présentes ont procédé à la signature du livre d'or de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le retour en terre ivoirienne tant prôné par les partisans et sympathisants de l'ex-président Laurent Gbagbo est désormais chose faite. C'est donc dans une atmosphère pleine d'entrain qu'il a retrouvé les siens à l'aéroport international La Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Reportage de Didja, notre correspondante sur place. C'est à 16h passées de 26 minutes que l'avion commercial qui avait à son bord l'ancien président de la Côte d'Ivoire s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Abidjan-Port-Boué. Laurent Gbagbo est attendu par sa famille politique, ses amis d'autres partis politiques et sa famille biologique, dont son fils aîné Michel Gbagbo. Toute la classe politique ivoirienne va avoir là une opportunité historique d'enfin dialoguer physiquement, vous voyez, à l'africaine, sous la Bapalab ivoirien, pour pouvoir offrir aux générations à venir des sillons nouveaux, pour pouvoir tracer une paix durable et entamer enfin un vrai processus de réconciliation. Les rois et chefs coutumiers ont aussi répondu présents à cette invitation d'accueil au pavillon présidentiel aux côtés des pionniers du FPI, Front populaire ivoirien, tels Dano Djedje, Simone Gbagbo, les parlementaires du FPI et même le président intérimaire Afin Guesson. La réconciliation, c'est une vraie opportunité. Nous sommes là pour que évidemment, la réconciliation vraie, la paix et la cohésion débute. Je pense que la Côte d'Ivoire avait besoin de ce retour. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à quelques jours, quelques semaines, vous verrez que le processus sera enclenché. Il suffit qu'il parle, la parole guérit. On ne peut faire la réconciliation sans que l'ensemble des acteurs concernés ne soient présents. C'est le début d'une ère nouvelle pour la Côte d'Ivoire. C'est une communauté musulmane très affligée par le décès de deux de leurs guides spirituels suprêmes en espace d'une année seulement. Ce sont respectivement les imams Fofana Bouakari et Mamadou Traoré. Cette communauté a procédé à l'investiture de leur nouveau guide suprême en la personne de l'imam Ousmane Diakité, dont les qualités morales ne souffrent d'aucun doute. Toutes les branches islamiques formées de sunnites, chiites et tidjanites l'ont indexé pour mener à bien les rênes de l'Organisation des musulmans de Côte d'Ivoire. Image RTI, commentaire Rosine Balman pour MAP TV. Je jure devant Allah
et devant la deuxième conférence extraordinaire du COSIL tenue ce jour, d'exécuter ma mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. C'est dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Gold d'Abidjan-Cocody que les membres du COSIM, Conseil supérieur des imams de la Côte d'Ivoire, ont à l'unanimité porté à leur tête Ousmane Diakité comme le nouveau cheikh Ayman, guide suprême islamique de la communauté musulmane ivoirienne. اللهم بخشوع القلب عند السجود لك يا سيدي بغير جود. L'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. J'en appelle donc vivement à cette unité gage de force face aux épreuves. Semons les graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre chère patrie. Cela s'est fait en présence des autorités d'autres confessions religieuses, des représentations diplomatiques et de l'exécutif, dont le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui était en outre porteur d'un message du président de la République, traduisant sa préoccupation face au terrorisme dit islamique sur lesquels il faudra veiller pour empêcher l'enrôlement et l'endoctrinement des jeunes désœuvrés musulmans dans ces pratiques répréhensibles et non islamiques. Votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées et mettant à mal la quiétude des populations. Il n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie, soi-disant islamique, même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Le chef de l'État voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un islam de paix en Côte d'Ivoire. Précédemment, imam de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonoumé, Ousmane Diakité est né en 1956 et père de 7 enfants. Les Africains regorgent d'ingéniosité. Après les jeunes Nigérians et Ghanéens qui ont inventé des véhicules solaires, suivis de jeunes Sénégalais et Burkinabés qui, à leur tour, ont inventé des matériaux agricoles pour révolutionner ce secteur dans leurs différents pays, c'est maintenant au tour de la Côte d'Ivoire. Vu que de plus en plus de pays se défoncent à réduire leurs dépenses au pétrole en se tournant vers les biocarburants, la Côte d'Ivoire ne voudrait pas être en reste. Bientôt, un biocarburant made in Côte d'Ivoire pour faire rouler les voitures ou pour faire marcher les machines sera disponible sur le marché ivoirien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre des talents ivoiriens de l'entreprise Ediandia Industries d'Akoupé, région sud de la Côte d'Ivoire, où, avec des moyens modestes, 2 jeunes ont inventé une nouvelle technique permettant de transformer le manioc en biocarburant. Si je vous demande ce qu'on fait avec le manioc, vous me répondrez directement la tchéké ou le placali. Mais un jour, 2 Ivoiriens, Eddy et Frédéric, ont eu une superbe idée, créer du biocarburant à partir du manioc. Mesdames et messieurs, les Ivoiriens ont du talent. Ça, c'est le futur. Aujourd'hui, je me trouve dans l'unité de transformation de Ediandia Industries à Akoupé, à plus de 140 km d'Abidjan. Le manioc est d'abord épluché. Une fois épluché, le manioc passe à la broyeuse. On y va. Après avoir été pressé, la partie solide va être utilisée pour l'alimentaire et la partie liquide va être utilisée pour le biocarburant. Cette étape, la saccarosification. Après avoir été saccarosifiée, la solution sucrée va passer à l'étape de la fermentation pour qu'on puisse enfin obtenir l'alcool de base. Et on arrive enfin à la dernière étape où l'alcool de base est distillé pour obtenir le biocarburant.
Tu veux rouler moins cher? Veux-tu polluer moins l'environnement? Alors pour cela, roulez au biocarburant. Et pour finir, Identia Industrie est à la recherche de financement. Si vous êtes intéressé, contactez-les. Plus d'un téléspectateur ont été certainement surpris de me voir sur ce plateau MapInfo qui, en temps normal, n'est pas mien. Cela est simplement dû au fait que notre présentatrice attitrée a eu une contrainte de calendrier. Elle sera bien de retour la semaine prochaine pour reprendre les choses en main. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur MNN TV New York. Vous êtes à la recherche d'un endroit convivial, super chic, séminaire, réunion, mariage, dîner gala, anniversaire d'ordre, baptême, Nour Event. Votre espace événementiel vous ouvre ses portes. Situé à Cocody-Angré, non loin du nouveau CHU, contact 01 43 20 93 07 85 15 05. Nour Event, c'est une touche de lumière à vos événements. Mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, le journaliste Ziebono Carlos devait nous rejoindre au cours de cette émission. Il est là en ce moment via Skype. Ziebono Carlos José Nagbe est un journaliste freelance, originaire de Côte d'Ivoire. Il vit aux États-Unis d'Amérique. Il a collaboré avec plusieurs organes de presse ivoirienne et panafricaine, à savoir le Journal de l'économie, le Banco.net, African Diplomacy. Il est le concepteur-présentateur de l'émission radiophonique Grand Débat, une plateforme de discussion et de dialogue sur le sujet d'actualité d'ordre international à Radio CFAC au Canada. Il est analyste politique et notre deuxième invité à cette édition du Speak Out Show, dont il est un habitué. Et nous le recevons en ce moment pour la seconde partie de l'émission, avec toujours Ben Ayoub qui est notre invité. Monsieur Carlos, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour Ben. Bonjour Carlos. Alors, nous parlons maintenant du sujet Soro Guillaume et ses ennuis judiciaires. Il a été durement écorné, il a pris du plomb dans l'aile. Alors, comment voyez-vous cela? Car d'aucuns disent que c'est une façon d'éliminer un candidat sérieux, d'autres disent que non, c'est vraiment un criminel inné. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017? N'étais-je pas justiciable en 2018? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Votre point de vue à ce sujet, M. Carlos? À parler de Soro Guillaume, c'est vraiment dommage que ce jeune homme qui aurait pu incarner l'avenir politique et jouer un rôle très prépondérant dans l'avenir politique de la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui aux prises et avec la justice de son pays. Dit que c'est écarter un candidat sérieux, il faut quand même faire attention. Soro Guillaume, à mon humble avis, n'a pas les capacités d'être ce candidat sérieux dont on parle. Je pense que c'est encore trop tôt de vouloir le hisser au sommet de la politique ivoirienne. Et cette condamnation, bien vrai qu'elle soit un peu amère, freine Soro Guillaume dans ses élans. Et je pense que le président Ouattara aurait dû choisir quand même une résolution à l'amiable avec Soro Guillaume, en parenthèse, que de plutôt le livrer mains et pieds à la justice. Et c'est dommage. Qu'il soit criminel, Soro Guillaume son image a toujours été attachée à celle d'un rebelle, d'un tribun, de quelqu'un qui répond toujours par la force des armes. Et malheureusement, ça ne l'a jamais quitté depuis la crise politique de 2002 et jusqu'à présent. Et il n'a jamais réussi à faire sa reconversion pour être un homme d'État ou un homme politique et qui pourrait changer la donne politique en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour lui. À vous entendre parler, on a l'impression que c'est Ouattara qui... Mais je pense que la séparation des pouvoirs est en vigueur en Côte d'Ivoire, non?
Oui, effectivement, je dis le président Ouattara parce qu'il ne faut pas ignorer que Soro Guillaume est le filleul du président Ouattara. Monsieur, le président Ouattara est son mentor politique et les deux ont fait chemin ensemble depuis 2002 jusqu'à gérer, co-gérer le pouvoir ensemble. Soro Guillaume, il ne faut pas l'oublier, fut numéro 2 du pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, une personnalité très importante dans l'échiquier Ouattara. C'est cela, et oui. aujourd'hui, pour moi, oui, cette condamnation, pour moi, je pense qu'elle est plus politique, elle est plus politique que criminelle. Parce que même si les pouvoirs sont séparés et que la justice fait son travail, pour moi, cette condamnation est plus politique en ce sens que Soro Guillaume est condamné pour ses choix politiques. Je pense. Parce que s'il était encore au RHDP, s'il était encore le deuxième homme du pouvoir, s'il était encore fidèle au président Ouattara, je ne pense pas que cette condamnation arriverait. Je ne pense pas, franchement. Mais quand il va créer le GPS, quand il se met en banc de rupture avec son mentor, quand il prend les élans d'un candidat qui pourrait remplacer M. Ouattara sans l'apport de M. Ouattara, il faut dire qu'il s'insurge contre son mentor. Et c'est à tort ou à raison. Il paye donc pour ses attitudes réfractaires. Je pourrais le dire, oui. Parce que le dossier Soro, par rapport à la condamnation, pour moi, c'est un dossier quand même assez vide. Parce que quelles sont vraiment les preuves et les charges quand on retient contre lui? Qu'est-ce qu'on lui reproche vraiment et quel coup d'État sera essayé de faire? Les preuves sont là. Nous avons entendu un enregistrement audio qui n'a d'ailleurs pas démenti, mais a dit que ce n'était plutôt pas exhaustif. Alors, c'est un élément de preuve. Et il y a eu le procès, les avocats ont présenté d'autres preuves, mais là, ça reste peut-être secret État. Alors, vous pensez qu'il faut encore des preuves supplémentaires pour pouvoir penser à une certaine condamnation de l'homme Soro? Plus que les preuves, restons sur le champ politique. Son avocate, Afissatou Bamba, est sortie, elle n'a pas démenti l'enregistrement audio, elle a plutôt dit que ce n'était pas l'enregistrement intégral. De toute façon, somme toute, c'est dommage. Parce que, à mon humble avis, et je le dis et je le répète encore, si Soro Guillaume était encore fidèle à M. Ouattara, je ne pense pas que toutes ces accusations verraient le jour. Ça serait regret à l'amiable. Je me tourne vers Ben Ayoub maintenant. Ben Ayoub, vous êtes d'ailleurs labellisé comme un pro-Soro. Alors, quel est votre point de vue par rapport à la situation que votre ami Soro traverse? Je dirais plutôt votre camarade. J'avoue que c'est une information que vous me donnez. Je ne savais pas que j'étais labellisé pro-Soro. Ben, j'en tiendrai compte certainement dans, comment on appelle ça, dans ce que je vais développer tout à l'heure comme position. Oui. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Il y a... Avant que vous ne commenciez, je voulais juste dire que je le dis par rapport à vos posts sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Vous êtes en quelque sorte un défenseur farouche de Soro. Il ne faut pas faire une confusion. Je suis un défenseur farouche des droits de l'homme. Je suis consultant en droits de l'homme. Donc ça veut dire que la personne de Soro ne m'importe pas. Je ne connais pas Soro Guillaume. Ce qui m'importe, c'est le principe de droit et de justice, le principe d'égalité. Ouais. Et ça, toute ma vie durant, j'ai été, pour tous ceux qui me connaissent, et vous pouvez même demander à ceux qui ont travaillé, avec qui j'ai travaillé, que ce soit dans ma carrière professionnelle en tant que journaliste ou bien en tant que militant des droits de l'homme, en tant qu'ancien syndicaliste, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été très strict sur ce qui concerne les droits de l'homme. Et ça, je ne monnais pas cela. Je ne changerai pas cela pour rien au monde. Aujourd'hui, je suis dans une perspective de défense des droits de l'homme et je travaille avec le US Institute of Diplomacy of Human Rights parce que j'ai un parcours, un background qui vraiment reflète tout ce qui est droit de l'homme. Donc, moi, étant journaliste, j'ai mes positions qui sont des positions d'analyse, qui sont des positions d'objectivité. Mais en même temps,
je ne peux pas être insensible aux violations des droits de l'homme qui se passent partout dans le monde, et même chez moi à la maison en Côte d'Ivoire. Donc si dire que ce que le président de la République et le RHDP font subir à M. Guillaume Soro et à son camp, ainsi qu'à d'autres Ivoiriens qui ne pensent pas comme lui, si cela c'est dire que je suis pro-Soro ou que je suis pro-X, alors là, je suis très fier d'être ce pro-Soro parce que, pour moi, je ne transige pas avec les principes de droit et de justice. Et ça, tout le monde le sait pour ceux qui me connaissent. J'ai défendu Ouattara corps et âme lorsqu'il était vraiment victime d'injustice en Côte d'Ivoire en tant que journaliste. Aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté où c'est lui qui véritablement viole les règles élémentaires des droits de l'homme. On ne peut pas se taire là-dessus tout simplement parce qu'on serait, on aurait des affinités avec M. Ouattara ou avec ses proches ou avec ses ministres. Non, on a nos relations personnelles avec les gens, mais quand il s'agit d'être objectif, il faut être objectif. Moi, c'est mon principe et j'aimerais que ce soit vraiment clair pour tous ceux qui nous suivent parce que peut-être que beaucoup de personnes vont se poser la même question. Moi, je défendrai toujours les droits de l'homme. Donc, c'est ce que je peux dire. Si M. Soro aujourd'hui se trouve du côté de l'opprimé, je suis du côté de l'opprimé. Si demain il est du côté de l'oppresseur, je serai contre lui, en fait. Je ne suis pas les hommes. Je suis des principes, en fait. J'aimerais que ce soit vraiment clair. Et c'est très important pour moi de clarifier cela. Et je vous remercie pour la question, d'ailleurs. Merci. Dans le cas Soro, pensez-vous que quand on vous entend parler, vous l'innocentez? Non, je n'ai pas le pouvoir d'innocenter qui que ce soit. Ça, ce n'est pas mon rôle. Qu'est-ce que vous faites des preuves qui ont été brandies par le pouvoir? Ok, moi, je ne veux pas rentrer dans le dossier juridique parce que les avocats de M. Guillaume Soro ont suffisamment développé ces aspects. Je veux rentrer dans le côté, du bon sens, en fait. Je ne sais pas combien d'Ivoiriens croient en ce dossier de coup d'État qui aurait été planifié par Guillaume Soro, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens aussi pensent comme moi que c'est un procès politique et que c'est un procès en sorcellerie et c'est un procès d'intention. Mais Soro, le concerné, ne l'a pas rejeté du revers de la main. Oui, mais si M. Soro Guillaume, comme je le disais, l'aurait assumé, je n'en sais rien, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dire cela, je n'ai pas les éléments qui l'attestent, peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Oui, je peux vous le rappeler, il a dit que c'était effectivement lui qui parlait dans cette vidéo, qu'il avait même remis des copies à des chancelleries et qu'il les ferait sortir au moment opportun. Ben, je pense que vous êtes en train de nous ramener dans un dossier de bandes audio qui auraient été authentifiées, qui n'auraient pas été authentifiées et ça reste des allégations. Ça reste des allégations. Et en justice, présomption n'est pas preuve. Je ne pense pas qu'en plus de ce chapitre-là, l'accusation ait produit des éléments tangibles pour, inculper M. Guillaume Soro. Et si ça avait été le cas, si on dit qu'il y a eu tentative de coup d'État, M. Guillaume Soro aurait-il agi seul? S'il n'a pas agi seul, qui sont ses complices? Il n'a pas été condamné seul, il y en a qui ont été condamnés. Je viens. À partir du moment où on rentre dans cette logique, on voit que le pouvoir Ouattara même se fait prendre à son propre jeu. Parce qu'aujourd'hui, on a le président du comité d'organisation de l'accueil du 23 décembre de M. Guillaume Soro qui s'appelle Meïté Sendou, qui est un confrère, un aîné, n'est-ce pas, qui aujourd'hui n'est pas inquiété tout simplement parce qu'il a viré au RHDP. Il y a également Kanigui, Soro Kanigui, qui est le patron de RACI, un mouvement proche de Guillaume Soro, qui aujourd'hui, toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont rejoint le RHDP, ça les disculpe. Si c'est un procès qu'on veut nous faire croire que c'est un procès vraiment qui est transparent, alors il faudrait interroger toutes ces personnes. Et pourquoi est-ce que, on laisse certaines personnes en prison pendant qu'on fait sortir d'autres personnes? Je pense que c'est un procès qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir des aptitudes, d'avocat, de juge, de juriste pour comprendre qu'il y a une sorte de mainmise. Ils ne sont pas peut-être impliqués. Puisque Kone Tefou Dabobo a été libéré de prison sans avoir rejoint le RHDP.
Ok, je viens par rapport à l'analyse que vous dites. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut généraliser tous les cas, mais je suis en train de sélectionner un certain nombre de cas et je suis en train de tenter de faire un raisonnement par analogie et dire que si jamais on condamne d'autres personnes, ça veut dire que ces personnes-là ont agi indépendamment du groupe. C'est ce qu'on veut dire. Pendant que le groupe était présidé par des gens qu'on connaît, on sait que Meïté Senou était le président du comité d'organisation. On sait que Soro Kandji était vraiment l'un des plus fervents défenseurs de M. Guillaume Soro. Aujourd'hui, Alphonse Soro également, que j'aimerais relever au passage, toutes ces personnes-là, est-ce que M. Guillaume Soro peut faire un coup d'État sans que ces grosses têtes de son écurie ne soient pas impliquées? Ça, c'est la question. Et si c'est vrai que c'est vraiment un coup d'État, il faut d'abord peut-être juger toutes ces personnes, les condamner. Ensuite, le président de la République pourrait décider de gracier celles qu'il estime par rapport à son pouvoir, tu vois, de grâce. Oui. Mais en ce moment-là, on est dans un procès qui est transparent et clair et on donne la possibilité à ceux qu'on accuse de se défendre. Mais lorsqu'on ne donne pas la possibilité à quelqu'un qu'on accuse de se défendre et qu'il est condamné d'office, quand tu vois les déclarations, les conférences de presse du procureur, le rôle du procureur de la justice, le rôle du procureur n'est pas de condamner un individu. Il doit instruire un dossier. C'est le juge qui décide. Mais on voit que dans toutes les conférences de presse que le procureur fait, bon, on a l'impression qu'il condamne des gens sans les avoir entendus, sans leur avoir donné le droit de se défendre, qui est un droit fondamental. Vous voulez parler du procureur Richard Adou? Bon, j'ose croire que les téléspectateurs comprennent là où je veux en venir. Ok, Carlos, pensez-vous que la justice ivoirienne n'a pas dit le droit quant au cas Soro? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je pense qu'il n'y a pas d'impartialité dans cette affaire Soro et que ce procès est une distraction et que M. Soro Guillaume, même s'il y a des preuves pour pouvoir le condamner ou pouvoir l'amener sur le banc des accusés, ces preuves ne sont pas assez accablantes pour pouvoir justement le condamner à perpétuité. Et tout à l'heure, M. Ayoub a bien fait de signaler que certains des collaborateurs clés de l'équipe Soro ont été indemnes, ont été épargnés par la même justice. C'est une justice, je le dis et je pèse mes mots, assez opaque quand même. Parce qu'il faut voir d'où vient la Côte d'Ivoire depuis la crise politique de 2010. Nous venons de très loin. Nous venons d'une crise qui a endeuillé toute une nation et nous sommes encore en train de payer le prix des choix politiques et le prix de la lutte politique de nos leaders. Le peuple a été trop endeuillé du moins, excusez-moi, pour encore aller relever et soulever les velléités politiques. C'est une condamnation nulle et non avenue. Soro Guillaume est peut-être un tribun par rapport à M. Ouattara, mais il ne faudrait pas l'emmener sur le champ de la justice, quelque chose qu'on peut régler à l'amiable. Et je pense que cette justice est un peu opaque quand même, parce que si on se souvient très bien, je ne sais pas exactement quand, le président Ouattara avait dit qu'il voudrait, il avait souhaité voir Soro condamné à perpétuité. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Soro Guillaume condamné à perpétuité. Comment est-ce que le président de la République peut dicter à sa justice les décisions à prendre? C'est une question à se poser. Et je pense que c'est un procès dont on pourrait faire l'économie, franchement, pour la paix en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est de retour sur sa terre natale qu'il n'avait pas vue depuis près de 10 ans. Bangoura Marouf, je suis guinéen, mais je réside à Côte d'Ivoire depuis en 2000. Je vois que l'arrivée de Gbagbo est quitté chez lui et puis est arrivé chez lui. Et ce qui s'est passé, tout le monde doit oublier parce que la vie c'est toujours comme ça. Donc ça fait que le mouvement présidentiel, ça a mélangé le pays depuis en 2000, mais aujourd'hui on voit qu'il y a la paix. Donc son arrivée, il est quitté chez lui et puis il est arrivé chez lui. Je lui souhaite bonne arrivée, mais moi mon problème c'est quoi? Je suis guinéen et je suis africain, je suis un artiste. Donc je voudrais simplement la paix dans ce pays-là, parce que c'est ici nous on n'est pas en Guinée. Donc où on est, c'est là-bas que tu dois sauvegarder.
Donc je salue le monde entier, je salue Laurent Gbagbo à son arrivée. Vraiment, sensibilisation, la cohésion sociale, vraiment on aimerait que ça réside en Côte d'Ivoire, parce qu'on est fatigué. On est tellement fatigué, les petits trucs. Président Alassane Dramane Ouattara, président Laurent Gbagbo, Bidi, ainsi de suite, les opposants, tout le monde doit donner la main pour qu'on avance l'Afrique. C'est ça qui nous reste simplement. On veut la paix. Oh ben c'est pas ça. C'est ça. Je remercie Ouattara, bien ce qu'elle fait. C'est pour mes pays, tout le respect pour tout le monde, étrangers comme ivoiriens. Il veut qu'il n'est qu'à laisser ce qui s'appartient, il n'est qu'à se reprendre une nouvelle voie. Chaque personne va gagner bonnet, ses enfants vont gagner bonnet, les femmes vont gagner bonnet, les jeunes ne travaillent pas. La grâce à la paix, le travail va ouvrir partout, tout le monde va travailler. Donc nous, on félicite Ouattara beaucoup ce qu'elle fait, vraiment, c'est pas mauvais. Si tu n'es pas intelligent, tu parles au hasard, lui là, il ne va pas faire, Comment il va dire que les enfants de pays ne vont pas être ensemble? Tu vas rentrer au milieu des enfants de pays pour les diviser. Et tous sont dans le du pays. Donc il fait une bonne entente. Et les autres pays vont regarder ça, il va faire la même chose. Donc le problème là, il n'y en a pas. Là, comme Ouattara, le vieux père d'Afrique, il est bien fait pour mettre Gbagbo à la maison. Tout le monde est ensemble. Maintenant, ça reste de Bleu Goudé, Soro Diom. Il n'est qu'à les faire rentrer. C'est les enfants du pays. Voilà, donc quand Gbagbo rentre, Soro doit rentrer, Bleu Goudé doit rentrer. On va faire des conciliations générales pour tous les Ivoiriens comme les étrangers. Il n'y a pas de division en Afrique maintenant. Bientôt, c'est lui et moi qui sont ensemble. Bientôt, on va promener tous les pays africains avec une seule cadence. Ouattara est en train de faire une solution d'État. Il va prendre l'idée avec Gbagbo, avec Bébé. Et puis, on donne à l'Afrique parce que les Côte d'Ivoire est les premières bases d'Afrique. Même s'il y a l'autre pays riche, les Côte d'Ivoire, nous, on connaît. Donc, ma parole là, je ne sais pas vous dire. Je prie Dieu, les Côte d'Ivoire n'est qu'à prendre un bon air comme l'Afrique. Et les terroristes bien quand les endroits d'Afrique. Vraiment, le système, maintenant, c'est bon. C'est la France qui combattait l'Afrique. Maintenant, c'est revenu au moins 5 pays. Les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Canada. Ces 5 pays-là qui vont rassembler 10 militaires, on va défendre l'Afrique. Là, le système que Ouattara a envoyé. Il n'y a qu'à bénir les Côte d'Ivoire, il n'y a qu'à bénir tous les pays. Alors, Carlos, vous qui êtes un proche du FPI, quel effet cela vous fait? Bon, M. Ahmed, encore, je vais rectifier un peu le tir. Je ne suis pas proche du FPI. Je suis indépendant par rapport à ma ligne de conduite. Et je suis vraiment indépendant par rapport à ma position politique. Et si c'est cela qui me rapproche du FPI, mais il faudrait que je rappelle cela quand même. Parlant de M. Laurent Gbagbo, je pense que c'est une victoire historique. Une victoire historique qui dépasse même le cadre de la personne et de la Côte d'Ivoire elle-même. Une victoire historique qui s'inscrit dans l'histoire des luttes de l'Afrique des Insoumis contre un système installé et qui fuse l'impérialisme et le néocolonialisme et qui dicte et s'ingère dans les affaires internes des peuples souverains. Donc c'est une victoire d'un homme qui dirigeait tranquillement son pays et qui a été accusé à tort, mais heureusement n'a pas été condamné à raison et qui retrouve aujourd'hui ses terres natales. C'est une victoire historique. C'est de l'Afrique debout, c'est de l'Afrique qui se prend en charge. Et le combat de Laurent Gbagbo a dépassé, voilà pourquoi je vais dire, du moins, voilà pourquoi le combat de Laurent Gbagbo a dépassé, la personne de Gbagbo a dépassé toute la Côte d'Ivoire. L'Afrique s'est sentie concernée par ce procès. Et toute cette Afrique-là qui rêve d'une Afrique libérée, indépendante et insoumise à l'Occident et aux diktats des ex-puissances coloniales et impérialistes, se sont retrouvés en Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, quand on écoute de près Laurent Gbagbo lui-même, on comprend aujourd'hui pourquoi il dit toujours avec effervescence qu'on l'a enlevé du pouvoir pour l'emmener loin du pouvoir pour que quelqu'un d'autre soit installé. C'est un autre débat, mais pour revenir à sa sortie de prison, c'est une victoire historique pour l'Afrique, cette Afrique qui rêve d'indépendance à proprement parler. On retient le mot, c'est une victoire. Alors Ben Ayoub, Carlos le place sous le signe d'une victoire. Qu'en est-il pour vous, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire?
Je ne veux pas emprunter le mot à Carlos parce que quand on rentre dans la logique d'une victoire, on va se poser la question, une victoire contre qui? Vous voyez un peu? Et je pense que la Côte d'Ivoire vient de loin, comme il a dit. Et ce n'est pas le moment de réveiller les vieux démons. Il y a eu une crise qui a endeuillé officiellement plus de 3000 morts. Mais les vrais chiffres sont connus, c'est presque 10 fois plus que ça. Donc, on ne va pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, réveiller ce débat de, voilà, un Laurent Gbagbo contre un Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. C'est un débat, à mon avis, qui est obsolète. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit se réjouir que son ancien président et l'un des fils du pays soient rentrés en Côte d'Ivoire. On prie pour que Charles Blé Goudé également, qui est un autre fils de la Côte d'Ivoire en exil, puisse rentrer. De même que Soro Guillaume et de tous ces politiciens qui sont retenus en exil pour diverses raisons. On prie pour que ces personnes-là puissent rentrer en Côte d'Ivoire et que finalement on puisse travailler au développement du pays main dans la main. Aujourd'hui, il y a des défis qui sont des défis plus importants que ce que nous avons comme débat sur Facebook matin, midi et soir. Il y a des défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Il y a des djihadistes qui frappent au nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont des sujets qui demandent à ce que les Ivoiriens soient main dans la main. On ne va pas chercher aujourd'hui à réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est très récente. Nous l'avons vécu il y a pratiquement 10 ans. Ce qui s'est passé après les élections, après la contestation des résultats, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et on ne va pas vraiment réécrire ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. On va se réjouir que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un défi en interne au sein du FPI qui est son parti. Comment réunifier ce parti? Les choses s'annoncent très mal parce que déjà, il y a beaucoup de courants au sein du FPI qui se battent. Voilà, et je pense que c'est d'abord un travail qui attend Laurent Gbagbo. Lorsqu'il va finir ce travail, on espère qu'il pourra réussir à réunifier son parti. Voilà, qui s'est vraiment émietté et qui est vraiment dans la tourmente actuellement. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut une opposition très forte. Et c'est ce qui manque. Et ce qui fait que le régime en place est un peu en roue libre. Vous voyez, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de contradiction véritable. Il n'y a pas d'opposition. Le principe démocratique veut qu'il y ait une opposition. Qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il y ait un anti-pouvoir qui critique et qui apporte des solutions. Voilà, je pense que c'est triste de voir le FPI, qui est l'un des partis principaux en Côte d'Ivoire, voler en éclats comme ça se fait aujourd'hui. Le PDCI, bon, lui, il est dans un rythme que je critiquerais peut-être peu, mais je crois que le PDCI est en manque de régime depuis un moment. Mais si le FPI pouvait se redynamiser et contribuer, n'est-ce pas, au débat politique sur les grands thèmes de développement, de sécurité, n'est-ce pas, des Ivoiriens, ce serait vraiment agréable. Et c'est sur ce sujet-là qu'on attend Laurent Gbagbo et ses hommes. Merci. Carlos, parlant de la fragilisation. Excusez-moi, Ahmed, j'aimerais revenir un peu sur ce que M. Ayouba a dit. On ne peut pas vraiment on ne peut pas dire que la crise post-électorale est passée. Elle est certes passée dans le temps, mais elle n'est pas dépassée encore dans les esprits. Il faut vraiment qu'on soit clair. Cette crise post-électorale n'est pas dépassée dans les esprits. Et dire qu'on doit passer à autre chose, c'est réduire vraiment et minimiser les conséquences de cette crise-là. C'est vrai que c'est dommage qu'on a perdu des personnes, on a perdu des familles, on a perdu des parents, on a perdu des citoyens, des concitoyens et tout ça. C'est vraiment dommage. Mais pour vraiment aller de l'avant, il faut vraiment surtout trouver une solution idoine pour pouvoir justement résorber tous les côtés. Cette crise n'est pas dépassée encore dans les esprits. Et quand Laurent Gbagbo foule le sol ivoirien et qu'il dit qu'on l'a enlevé au pouvoir pour installer quelqu'un d'autre, on sent déjà dans cette rhétorique de l'ancien président Gbagbo qui n'a pas encore digéré cette crise. Donc comment est-ce qu'on peut faire un dépassement quand on n'a pas encore trouvé une solution, quand on ne s'est pas encore assis sérieusement en tant qu'homme politique, en tant que meneur politique, en tant que leader politique pour pouvoir justement faire un dépassement? Voilà la question. Et quand je parlais de victoire, je l'ai bien souligné. C'est une victoire, j'ai dit, contre l'Occident impérialiste qui dicte aux Africains indépendants la ligne de conduite par rapport
à la gestion de leur pays. Je voudrais bien préciser ça. Voilà ce en quoi s'inscrit la victoire du retour de Laurent Gbagbo sur le sol ivoirien après 10 ans de déportation. Parce que cette crise, je vais dire, cette condamnation était nulle et non avenue. On a perdu du temps à la Côte d'Ivoire, on a perdu du temps à quelqu'un à qui on n'avait rien à reprocher. Et aujourd'hui, on voudrait que ça soit OK et qu'on parte de l'avant. Mais comment partir de l'avant quand justement justice n'a pas été rétablie? C'est la justice internationale qui vient comment dirais-je, d'acquitter, merci, le président Gbagbo. Et qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire on fait justement par rapport à la situation? Le CDVR n'existe même plus. Mais ce que vit le FPI aujourd'hui n'est pas nouveau pour tous les partis politiques ivoiriens. Même le RHDP qui est au pouvoir, je suis sûr que ce parti-là n'est pas, ne détient pas toutes les rênes de cohésion, même à son sein, malgré le fait qu'il soit même au pouvoir. Le RHDP souffre internement, je suis sûr. Et idem pour le PDCI. Donc c'est une question que tous ces partis ont comme problème. Ce problème n'est pas juste l'apanage seul du FPI. Laurent Gbagbo a beaucoup à faire, il y a beaucoup de chantiers. Il faudrait réconcilier le parti. Il faudrait, dans les assises du parti, avec les assemblées générales et tout ça, il faudrait amener le parti à lui donner, il faut donner un nouveau souffle au parti, c'est vrai, et que toutes les factions qui sont opposées devraient se réunifier et choisir un nouveau leader. Je pense que c'est une question fondamentale de tous les partis et le FPI n'est pas seul à en souffrir. Mais il y a beaucoup à faire, effectivement. Il y a beaucoup à faire parce qu'il y a le groupe de M. Assoadou, il y a le groupe de Afi N'Guessan, il y a le groupe maintenant de Mme Simone Eivé Gbagbo. Et toutes ces factions-là devraient trouver une solution idoine pour pouvoir réformer le FPI. Il y a beaucoup à faire, effectivement. Voyez-vous un certain retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir pour l'an 2025? Personnellement, je ne suis pas pour. Personnellement. Parce que, disons, ça fait plus de 40 ans que M. Laurent Gbagbo occupe la scène politique en Côte d'Ivoire. Il a lutté pour installer le multipartisme. Il a lutté pour installer la justice et la démocratie. Il a lutté pour la liberté, les libertés individuelles. Et nous avons acquis tout ça aujourd'hui. Dans les années 90, ces combats ont porté fruit. Laurent Gbagbo a été à un moment donné le porte-voix des sans-voix en Côte d'Ivoire. Et ça a marché. Il a vraiment tout eu et tout gagné. Il a tout glané dans sa carrière politique. Les 10 années qui l'ont emmené hors de ce pays, hors de la Côte d'Ivoire, ont été très marquants dans sa vie politique. Nous sommes en 2021 et je suis sûr que même ceux de ses sympathisants qui clament son nom, qui l'aiment, ces personnes-là n'étaient même pas encore nées quand Laurent Gbagbo faisait la politique. Tout à fait. Et il en est de même pour ses adversaires politiques comme M. Henri-Konan Bédié ou le président Ouattara. Je pense que ces trois dinosaures de la politique ivoirienne doivent être rangés au garage. Il est temps qu'ils cèdent la place, qu'ils cèdent du moins la place. Ils peuvent rester en coulisses pour pouvoir justement animer la politique autrement. Mais on ne va pas encore ressasser leur velléité, leur opposition et encore revenir sur la même personne. Il faudrait qu'on passe à autre chose. 2025 ne devait pas être le champ de bataille de ces trois personnes qui ont lutté depuis des années dont on ne se souvient même pas. Il faut à la Côte d'Ivoire un nouveau souffle. M. Ayoub vient de dire qu'on a d'autres défis à relever. Il y a le défi de l'éducation, il y a le défi de la sécurité, il y a le défi du développement économique. On ne va pas encore aller à revenir en arrière, à supporter Laurent Gbagbo, à supporter Alassane Ouattara ou Konan Bédié. Il est temps que ces trois personnes-là, de manière humble, forment, plutôt que d'être eux-mêmes à l'avant de la politique, sur la scène politique. Ils peuvent être en retrait pour leur expérience, mais qu'ils cherchent à briguer encore un mandat présidentiel, je pense que ce n'est pas
ce n'est pas vraiment, ça ne les élève pas, disons ça tout net, ça ne les élève pas. Et il faudrait qu'ils songent à faire autre chose. On peut faire la politique justement autrement, en n'occupant pas la scène politique. On peut faire la politique. Il faut donner la chance aux autres Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, de pouvoir s'exprimer politiquement. Mais à ce propos, les partis naissants peinent à faire surface parce que les partis traditionnels ne leur donnent pas la chance. Et surtout, ce sont les partisans de ces partis traditionnels-là qui veulent toujours pousser ces 3 pions que vous avez énumérés en tête du parti comme candidat aux élections chaque fois que ça arrive. Le temps et l'âge jouent contre ces personnes de toute façon. Ils ont presque tous, ils sont atteints par je pense que même physiquement, je ne veux pas discuter de leur santé physique ou de leur âge, mais ce n'est pas à ignorer. Ce n'est pas à ignorer. Ils n'ont plus cette santé, cette vigueur-là de pouvoir occuper les premiers rôles et les premiers rangs. Il y a trop de défis pour qu'on confie les rênes du pays à des personnes qui ne peuvent pas justement physiquement tenir quand même. Il faut pouvoir arrêter. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, M. Il Ben faut Ayoub. pouvoir arrêter à un moment. Merci, Carlos. Ben Ayoub, nous avons vu Gbagbo à Maman qui disait « Je suis là, je suis là ». Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Voyez-vous que Gbagbo sera peut-être candidat en 2025? Bon, je pense que la décision d'être candidat ou de ne pas être candidat, elle appartient à M. Laurent Gbagbo. Mais si j'avais un avis personnel à donner sur la question, serait de rejoindre ce que Carlos vient de dire tout à l'heure, que ce soit M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, tous ces grands hommes qui ont servi la Côte d'Ivoire. Moi, je pense sincèrement qu'il est temps qu'ils puissent prendre leur retraite politique et qu'ils puissent vraiment servir au sein peut-être d'un comité de sages pour pouvoir orienter les jeunes politiciens qui sont là. Ce n'est pas des talents... Comme on le voit au Ghana. Voilà, ce ne sont pas des talents qui manquent en politique, ce ne sont pas des hommes formés qui manquent. Mais parce qu'il y a un paternalisme inhérent même dans la manière même de concevoir la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui font que certains jeunes, même s'ils ont des compétences, mais ils restent dans l'ombre. Et je pense que c'est déshonorant lorsqu'un chef d'État ou bien lorsqu'un chef de parti politique pense qu'après lui, c'est le déluge, après lui, les autres ne sont pas capables d'assumer ses responsabilités. Ça veut dire que vraiment, ces hommes-là, s'ils pensent comme ça, c'est qu'ils ont échoué. Que ce soit Henri Konan Bédié qui ne voit pas le fait de pouvoir être remplacé à la tête du PDCI, que ce soit Laurent Gbagbo qui vraiment ne veut pas faire la promotion de d'autres jeunes cadres au sein de son parti, que ce soit même Alassane Ouattara qui a dit récemment lors des campagnes que dans les questions de troisième mandat, qui a dit qu'il ne peut pas laisser ce travail que lui il a fait être gâté par quelqu'un d'autre et qu'après lui, ce n'est pas évident que la Côte d'Ivoire trouve quelqu'un qui pourra faire le travail que lui il a fait. Je pense que c'est scandalisant, c'est scandaleux, pardon, d'entendre un chef d'État ou d'entendre un homme politique dire qu'il peut se succéder à lui-même éternellement. Nul n'est éternel. Il faut bâtir des générations, il faut bâtir vraiment des valeurs. Et je pense que c'est un très mauvais signal que ces grosses têtes de la politique donnent en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis pour que tous ces doyens-là puissent être mis à l'écart en 2025 et qu'on espère que des jeunes politiciens qui viennent avec des valeurs, non pas avec, n'est-ce pas, le mercantilisme, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, c'est pas l'âge qui fait que forcément les gens ont des valeurs. Il y a beaucoup de jeunes politiciens qui sont beaucoup plus, je veux dire, en arrière dans leur mentalité, dans leur manière de penser que ces vieux-là. Il y a d'autres jeunes politiciens qui sont vraiment, qui feraient pire que ces vieux. Donc, ce n'est pas une question de jeunesse, mais c'est une question de jeunesse de l'esprit. Il faut rajeunir les mentalités et il faut vraiment penser... Faire peau neuve. Faire peau neuve et vraiment inculquer des valeurs en politique. Et ne pas penser seulement qu'à la politique du ventre, mais penser également au développement sur le long terme. Parce que, at the end of the day, comme le disent les Anglais, c'est le peuple, ce sont nos enfants, ce sont vraiment la population, c'est leur avenir dont il s'agit. Nous n'allons pas continuer de laisser des gens braquer l'avenir de nos enfants et nous-mêmes notre avenir, tout simplement parce qu'on n'est pas capable
de regarder des gens en face et leur dire trop c'est trop. Parce qu'en réalité, si ces personnes-là ne veulent pas quitter la scène politique, il faudra les obliger à quitter la scène politique. Et c'est à ce niveau qu'on attend aujourd'hui toute la classe politique et tous ces jeunes politiques qui arrivent. Il faut leur forcer la main si on n'a pas le choix. C'est ce que je peux dire. Alors, Carlos, comment vous voyez la place de la jeunesse en ce moment dans l'arène politique ivoirienne? Une part belle leur est faite ou bien? Bon, M. Ayoub vient de le dire, nous tous Ivoiriens, nous le constatons, la jeunesse n'a pas vraiment la place qu'il lui faut sur le chiquier politique. Tous les dinosaures occupent toutes les places, ils ne veulent pas être en retrait. On ne voit pas de sang nouveau, que ce soit au PDCI ou que ce soit au RHDP ou encore maintenant au FPI. On n'a pas vu de sang nouveau, on ne voit pas de nouvelles têtes. La jeunesse est reléguée, ou même pas au second plan, au second rôle, on ne les voit même pas. Je ne vois pas dans tel ou tel parti dont on a fait la promotion qui pourrait assumer les rênes du pouvoir ou qui pourrait être un leader naissant. On ne l'a pas vu. Et je ne sais pas qu'est-ce que les partis politiques traditionnels sont en train de faire sur le terrain pour pouvoir justement préparer la relève. On pourrait peut-être regarder du côté de Blé Goudé, mais encore là, il y a beaucoup de choses à voir. Ou du côté de Soro Guillaume, mais voilà. Le Premier ministre actuel est aussi un bel exemple, sans oublier la génération Thierry Tano, Tidiane et Blé Goudé, comme vous l'avez dit. Où est-ce qu'ils sont sur le terrain? Justement, on ne les voit pas. Et le Premier ministre, je pense que lui, il est plus je ne le vois pas sur l'échiquier politique. Je ne le vois pas quel rôle il assume, à part être juste un Premier ministre. Je ne pense pas qu'il a toutes les rênes du pouvoir pour pouvoir décider et politiquement et tout ça. Il est plus technocrate que politique. Voilà. Donc, il faudrait vraiment... On avait vu un feu père son âme, Ahmed Bakayoko, peut-être du côté du RHDP, quelqu'un qui aurait pu prendre les rênes du pouvoir, ou encore l'autre premier, M. Koulibaly, Premier ministre également, qui est décédé, et père son âme également. Et voilà, ça c'était presque du sang nouveau. Mais aujourd'hui, je ne vois pas vraiment qui peut assumer et qui dont on fait la promotion. Monsieur Soro Guillaume peut-être aurait pu avec le GPS, mais voilà qu'il a été, il est sous le coup de la justice de son pays et il ne faudrait pas y compter encore avec lui. Blé Goudé n'est pas encore rentré et je pense que voilà, lui aussi il peut incarner, mais toutes ces personnes-là aujourd'hui ils ont été un peu ils sont tributaires de leur mentor. Parce que si on regarde bien dans le jeu politique ivoirien, Blé Goudé est affilié à Laurent Gbagbo. Ils ont eu le même destin politique à l'arrêt. Soro Guillaume est affilié à M. Alassane Ouattara. Ils ont eu le même destin politique à diriger ensemble. Monsieur le président Bédié était avec Kakabe. Aujourd'hui, Kakabe s'est séparé de lui. Donc, c'est à peu près la même chose. Ils sont nourris au même sein et la même crise qu'on a traversée, ils ont également un rôle à jouer là. Ils ont eu un rôle à jouer là-dedans. Ils ne sont pas innocents non plus. Et voilà, c'est pas vraiment du sang nouveau aussi. C'est pas vraiment du sang nouveau. Peut-être qu'ils ont la jeunesse avec eux, mais ils sont pas aussi du sang nouveau. On les a vus. C'est du ressassé encore. On voudrait des personnes comme, je ne sais pas, pêle-mêle, je peux citer M. Jean-Louis Billon, par exemple, qui est un grand, qui occupe le patronat ivoirien, un grand homme d'affaires qui est assez sobre en politique, qui pourrait peut-être prendre les rênes du pouvoir, qui pourrait jouer les premiers rôles. Vous avez évoqué M. Thiam également, je ne sais pas combien de fois il est intéressé à la politique en Côte d'Ivoire, mais c'est eux, quand même, c'est des personnes qui sont moins marquées et qui pourraient justement emboîter le pas à ceux qu'on connaît et réécrire l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez dit, ils sont malheureusement pas politiques.
Tidjane Thiam, Thierry Tano et l'actuel Premier ministre. Alors, parlant tout le temps de politique, nous allons rentrer dans le dernier cadre de cette émission. Nous parlons de la dissolution maintenant du GPS de Sorogium. Ben Ayoub, qu'en dites-vous? Bon, moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur la dissolution du GPS. Je crois que l'avenir nous dira si cette décision-là est une décision conforme, n'est-ce pas, au principe des lois de la Côte d'Ivoire ou pas. Mais ce que je peux dire, et je le répète, c'est qu'il faudrait à un moment donné qu'on tire des leçons du passé, en fait. Parce que tout ce qui se déroule aujourd'hui sur la scène politique, c'est du déjà vu, en fait. On a déjà vu ça lorsque M. Ouattara était encore dans l'opposition. Donc, moi, ça me fait un peu rigoler lorsque je regarde un peu toutes ces gymnastiques qu'on fait avec la vérité, avec la justice, lorsqu'on utilise la justice pour essayer de servir un camp contre un autre camp. C'est désolant de voir cela et de voir que cela se passe en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Et c'est désolant aussi de voir que des gens, peut-être parce qu'ils ont des partis pris, ne peuvent pas regarder et se dire, écoute, c'est un peu trop flagrant en fait. C'est très flagrant, c'est ce que je peux dire. Et il faut arrêter ça, il faut vraiment apaiser les tensions. Moi, je le dis, il y a des défis à relever. Il y a des défis sécuritaires, il y a des défis au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de travail à faire en Côte d'Ivoire. Il faut éviter de créer, n'est-ce pas, des crises artificielles ou de donner l'impression que ça ne va pas et que la Côte d'Ivoire est en état de siège. Des atmosphères conflictuelles. Voilà, des atmosphères conflictuelles, ça dessert la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est mon appel. J'aimerais inviter le pouvoir d'Abidjan à revoir ses méthodes parce que, en principe, ce que je peux dire, c'est que la sécurité et la paix sociale, c'est lui qui est responsable de ça. Et donc, quand on crée un climat de belligérance, un climat délétère, un climat où on ne peut même plus se parler, où chacun ressasse ses frustrations personnelles et attend peut-être le moment pour en découdre, c'est pas bon, en fait. À un moment donné, il faut, quand on est à ce niveau-là, surtout qu'il vient d'être élu pour un 3e mandat, il a encore jusqu'en 2025, je pense qu'il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin, au contraire, que tous les Ivoiriens puissent regarder dans la même direction et se réconcilier. On ne peut pas parler d'un côté de la réconciliation et au même moment qu'on parle de la réconciliation, la journée, la nuit, on fait des actes qui sont contraires à la réconciliation. Et je pense que c'est le pouvoir qui doit donner le ton. Il a une grosse responsabilité. S'il veut que ça marche, il sait ce qu'il lui reste à faire, c'est-à-dire ramener tous les fils de la Côte d'Ivoire sur une table de discussion et aplanir les tensions pour que le pays puisse avancer. Merci d'avoir lancé cet appel. Monsieur Carlos, nous allons vous donner le dernier mot. Quel appel avez-vous à lancer aux autorités actuellement en Côte d'Ivoire? Je veux parler des autorités politiques. Je pense que le moment est venu de changer de paradigme en Côte d'Ivoire. Et changer de paradigme et passer à autre chose. On parle de réconciliation, mais il faudrait vraiment qu'on pose les pas pour cette réconciliation. Le pays a été trop endeuillé. Depuis le décès du président fondateur Félix Houphouët-Boigny, la lutte pour la succession au pouvoir n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Elle s'est empirée avec la crise politique et militaire de 2002. On l'a vécu, cette lutte successive pour l'accession au pouvoir depuis Henri Konan Bédié dans les années 90 avec son ancien Premier ministre, M. Alassane Ouattara, qui est au pouvoir aujourd'hui, jusqu'en 99 avec la crise militaire, avec Guy Robert au pouvoir, qui également a enfariné tout le monde pour prendre le pouvoir, paix à son âme d'ailleurs.
et qui a créé encore une autre crise, jusqu'au pouvoir, à la cession au pouvoir de M. Laurent Gbagbo, et quand on pensait que ça allait résorber tous les problèmes, et qui malheureusement également, à tort ou à raison, a été victime d'un coup d'État qui s'est transformé en crise politico-militaire, et jusqu'en 2010 avec Alassane qui prend le pouvoir et qui également... Donc vous voyez, on ne fait que ressasser. M. Ayoub a raison, c'est la même chose. On enlève l'un, on met l'autre, on parle de crise, on parle de réconciliation. Il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Où est-ce qu'on veut mener la Côte d'Ivoire? C'est un très beau pays. On n'a pas besoin de faire couler le sang des Ivoiriens à cause de nos intérêts personnels et notre égoïsme. Les politiciens doivent comprendre que ce pays ne leur appartient pas. C'est un pays de près de 25 millions d'habitants. Ils ne sont pas les seuls à être toujours sous la coupole de l'actualité. Nous, les Ivoiriens et nos enfants, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de justice, nous avons besoin de développement. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges à relever. Il faudrait qu'on sorte du carcan de la violence et des guerres de succession. La Côte d'Ivoire ne leur appartient pas seule. Ils n'ont pas l'apanage de diriger la Côte d'Ivoire. On doit parler un langage nouveau. Il est temps qu'on soit sincère dans cette réconciliation. Et je lance un appel aux autorités, au pouvoir. C'est à eux de justement commencer le balai des réconciliations. Le président Gbagbo, en son temps, avait commencé avec le forum de réconciliation, je crois qu'il a appelé en 2002. Ce forum-là, c'était une très belle initiative, malheureusement, qui n'a pas réglé les problèmes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je lance un appel au président Ouattara. Il est à son 3e mandat. Qu'est-ce qu'il doit apporter à la Côte d'Ivoire qu'il n'a pas encore apporté? Tout ce que nous lui demandons, tous ces édifices, toutes ces routes, tout ce qu'il est en train de construire n'aurait pas de sens si le pays n'est pas en paix. Vous comprenez? Merci. Si le pays n'est pas en paix, tout ce qu'il fait sera inutile. Il faudrait qu'il asseye à la même table et de manière honnête tous les participants à la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire et aller à la réconciliation vraie. Il faudrait qu'on réconcilie les cœurs, qu'on se réconcilie entre nous et de manière véritable pour la paix et le développement de notre pays. Merci Carlos, merci Ben Ayoub. Je rappelle que vous êtes tous deux journalistes ivoiriens résidant aux États-Unis. En tout cas, j'ai été très honoré de vous avoir comme invité dans cette émission et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.